Bonjour à toi qui prépare le bac de français cette année. Aujourd'hui, je vais te parler d'Arthur Rimbaud, des Cahiers de Douai. C'est une des œuvres qui est proposée pour le chapitre sur la poésie. Et on va voir ensemble ce qu'il faut retenir pour pouvoir bien présenter cet auteur en intro de dissertation à l'écrit, puis aussi en intro à l'oral évidemment. Alors, à propos d'Arthur Rimbaud, voici quelques informations que je peux te donner et qu'il faut que tu retiennes. Évidemment, Arthur Rimbaud, c'est son nom, hein, jusqu'ici tout va bien. C'est un auteur de la deuxième moitié du 19e siècle et comme tu le vois, il est né assez tôt. Il n'a pas une grande longévité, il est mort à 37 ans. Il appartient donc à cette deuxième moitié du 19e siècle qui, sur le plan historique, est assez mouvementée et sur le plan littéraire aussi. Alors, quelques mots peut-être sur le 19e. Sur le plan littéraire, c'est un siècle au cours duquel, on va surtout parler de romantisme pendant la première moitié du 19e, puis le romantisme va un petit peu se bouleverser, évoluer dans la deuxième moitié du 19e. Il est très marqué par Hugo, ce romantisme, en poésie notamment au début du 19e, et puis ensuite, on va avoir plein d'autres poètes qui vont s'en emparer, le déformer, le réinterpréter. Donc Rimbaud fait partie de ces poètes-là, c'est ce qu'on va indiquer juste après. Et ce qu'il faut que tu retiennes, toi, c'est que c'est un siècle très changeant au niveau politique. Tu as dû le voir normalement en histoire, hein. Il y a un empire avec Napoléon, il y a de la monarchie avec Louis XVIII, la Restauration avec la monarchie de Juillet, et puis il y a des républiques successives, la deuxième, la troisième, donc des régimes politiques changeants. Et puis beaucoup de courants littéraires qui naissent à ce moment-là, qui se développent, qui se succèdent. Donc Arthur Rimbaud, c'est un enfant de son siècle, en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il vit dans la deuxième moitié du 19e. Les poèmes que tu as étudiés datent de ses 16, 17 ans, parfois 15 ans. Donc il a ton âge en fait, hein, il est jeune lorsqu'il écrit tout ça. Et en 1870, c'est la guerre de Prusse. En 1871, c'est la Commune de Paris, deux événements auxquels il est dit avoir participé. Donc il a vu les ravages de la guerre de Prusse. Bien sûr, il ne s'est pas battu, il était trop jeune. Mais par contre, il a participé à la Commune de Paris. Il est descendu à Paris à ce moment-là pour pouvoir y participer. Donc Arthur Rimbaud, c'est vraiment un enfant de son siècle. Donc il s'adonne au genre poétique. Poésie en vers et en prose, j'ai indiqué les deux, même si toi, pour les cahiers de Douai, tu es seulement concerné par les vers. En fait, la prose, c'est une forme poétique qu'il va emprunter, qu'il va pratiquer pour d'autres recueils plus tardifs, qu'il écrit quand il a une vingtaine d'années, qui sont par exemple Une saison en enfer. Donc les cahiers de Douai, c'est seulement des vers, et en fait, c'est les premiers poèmes assumés en fait, d'Arthur Rimbaud. Assumer oui et non, sur le coup, il se dit ouais, je suis poète, je vais écrire des sonnets, je vais écrire des poèmes en alexandrin, en quatrain. Et puis, après coup, il va demander à Paul de Mugny, à qui il a confié ses poèmes, de les détruire en fait, parce qu'il estime qu'ils ne sont pas assez bons. Donc, il assume sur le coup, mais pas après. Les mouvements auxquels il appartient, auxquels on peut le rattacher, donc comme je l'avais un petit peu indiqué au début, il y en a plusieurs et c'est changeant. On ne peut pas dire du tout que c'est un romantique, parce que le romantisme est fini au moment où Arthur Rimbaud, lui, écrit. Par contre, il va fréquenter ceux qu'on appelle les poètes du Parnasse, les Parnassiens. Alors, les poètes du Parnasse, ils s'intitulent comme ça en référence à une montagne, un mont sacré dans la mythologie gréco-romaine. C'est le mont des poètes, le Parnasse. Et donc, en fait, ce cercle des Parnassiens, c'est un ensemble de poètes qui veut écrire pour écrire, qui recherche la beauté en tant que telle, qui ne veut pas faire de la politique à travers la poésie, qui ne veut pas raconter l'histoire à travers la poésie, qui est vraiment sur la beauté du langage. Donc c'est l'art pour l'art, comme on résume parfois l'école du Parnasse. Donc il fréquente ces artistes, il les connaît, et il connaît aussi le symbolisme. Alors ça, c'est un autre mouvement, pas forcément revendiqué comme tel par les gens concernés, mais auquel on peut associer Baudelaire, par exemple. Baudelaire utilise beaucoup de symboles, c'est-à-dire que quand il va parler, que ce soit Rimbaud, que ce soit Baudelaire, quand ils vont parler d'un objet, d'un type d'art, par exemple la Vénus pour Rimbaud, ces éléments vont être pris comme des symboles, donc ils vont représenter autre chose, parfois des idées abstraites. Vénus, ça va être la représentation de l'amour, donc on pourrait dire l'allégorie de l'amour pour refaire un petit peu de figure de style. Et donc, dans tous les cas, ce sont des symboles qui permettent de transmettre du sens à travers des objets, des récits, des personnages. Et puis, Arthur Rimbaud, il est, malgré lui, il ne le sait pas évidemment, mais le précurseur du surréalisme, qui est un mouvement poétique qui va se développer juste après la Première Guerre mondiale, dans le sillage d'Apollinaire, et qui va
vouloir chercher la modernité poétique. C'est déjà ce que fait Rimbaud. Et les surréalistes, que sont André Breton par exemple, mais aussi Aimé Césaire, vont beaucoup lire Arthur Rimbaud. Donc beaucoup de mouvements pour Arthur Rimbaud. Qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de thèmes clés? Alors, il y a plusieurs thèmes dans les cahiers de Douai. Le premier thème peut-être c'est la transe poétique dans le sens où il y a une certaine ivresse. On utilise souvent ce terme parce qu'il a écrit un poème qui s'appelle Le bateau ivre, dans lequel on a un bateau qui est un peu l'allégorie du poète, qui navigue et qui se perd et qui tangue en fait et qui va aboutir au terme d'un long voyage à une connaissance de soi. Donc c'est un peu un voyage initiatique. Et là je vais parler de transe poétique parce que la transe poétique c'est ce qui se passe dans l'idée des gens du 19e, la plupart du temps, pour écrire de la poésie, pour écrire de la littérature. Donc c'est de l'inspiration en fait. Et cette inspiration, Rimbaud va souvent en parler, va souvent la mettre en scène, va souvent s'en inspirer elle-même pour faire des poèmes, pour écrire des poèmes. Donc on trouve ça dans plusieurs poèmes, cette idée d'être inspiré, cette idée d'être dans un certain état de transe, d'ivresse, état second, pour pouvoir écrire. L'autre thème clé, c'est le réalisme social, parce que comme je l'ai indiqué, Rimbaud il est intéressé par ce qui se passe à son époque, par les événements politiques, historiques de son époque. Et il y a un certain nombre de poèmes dans lesquels il va parler, par exemple, de la guerre de Prusse, quand il parle de Sarrebruck. Il va parler aussi des Prussiens, il va parler de la Commune avec les mains de Marie-Jeanne, par exemple, où il parle en fait d'une évocation de Marianne, l'égérie de la République, l'allégorie de la République. Donc on peut trouver plein d'éléments qui sont associés à la réalité sociale de son temps, à la manière dont les gens vivent, dont le peuple vit aussi. Et donc en cela, il est quand même engagé, c'est pas comme un parnassien seulement l'art pour l'art, mais c'est aussi l'art de la vie de tous les jours et un art qui veut dire quelque chose sur la réalité sociale et politique. Et puis peut-être la rédemption, c'est-à-dire le fait de se sauver, de trouver une certaine forme de sérénité, de bonheur dans la beauté, même s'il y a un rapport parfois un petit peu difficile avec la beauté, hein, mais il veut à la fois respecter les formes belles, donc dans les cahiers de Douai, faire des poèmes en vers, avec des rimes régulières, etc. Et en même temps, il aime bien un petit peu parodier, critiquer, être un peu satirique. Donc dans la Vénus à Diadomène par exemple, il fait le portrait d'une Vénus qui se révèle être malade, même malade à un endroit qui n'est pas très, plutôt dans les parties honteuses. Donc il fait ça exprès en fait pour tirer la beauté habituelle, classique, vers la grivoiserie, la vulgarité, et en fait un petit peu se moquer des canons esthétiques de son temps, on pourrait dire de la bourgeoisie de son temps, du politiquement correct en fait de son époque. Donc il y a toujours une espèce de satire, une volonté de dérision chez Rimbaud. Alors des citations clés, là j'ai surtout pris des citations qui viennent de la lettre dite du voyant, parce que ça te permet de commenter l'écriture poétique de Rimbaud. Alors les plus connus, c'est « Il faut se faire voyant par un dérèglement de tous les sens »,« Il faut être absolument moderne » et « Je est un autre ». C'est vraiment des citations méga connues, limite qu'on peut retrouver sur des t-shirts ou des cartes postales, quoi, dans toutes les langues du monde. Donc il faut se faire voyant par un dérèglement absolu de tous les sens, un dérèglement systématique et de tous les sens. Ça veut dire que pour pouvoir écrire, pour pouvoir être dans un état de transe dont je parlais tout à l'heure, là, il faut en fait décaler toutes ces perceptions, il faut bouleverser toutes ces perceptions. Alors ça a ouvert la brèche pour un certain nombre de poètes pour pouvoir recourir à des substances, que ce soit l'alcool, que ce soit l'opium ou le hashish pour Baudelaire. Baudelaire, il écrit les paradis artificiels par exemple, ou la mescaline pour Henri Michaud, qui va écrire sous l'effet d'une drogue avec le contrôle des médecins, puisque c'était dans une expérimentation. Et donc l'idée c'est de se mettre dans un état second, soit naturellement parce que juste on est inspiré, soit avec des substances extérieures. Donc ça a beaucoup inspiré tout le rock aussi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chanteurs, de musiciens qui s'inspirent de Rimbaud. Il faut être absolument moderne, c'est ce que dit Rimbaud pour prôner l'originalité. Et c'est vrai que c'est au 19e qu'on commence à avoir vraiment comme critère de l'œuvre artistique l'originalité, la modernité. C'est ce que vont reprendre après les surréalistes. Et puis le jeu est un autre. Ça veut dire qu'en fait, quand j'écris en tant que poète, en fait, je ne suis plus moi-même. Je suis inspirée et donc ce qui travaille à travers moi, c'est quelque chose de plus fort que moi. Donc il y a encore cette idée de la transe, de la dépossession et une dimension un petit peu, on ne va pas dire miraculeuse, mais magique en fait de l'écriture.
En bonus, je te conseille de regarder un film qui s'appelle Rimbaud-Verlaine, qui date de 95, dans lequel Rimbaud est interprété par Leonardo DiCaprio, ça ne s'invente pas, qui est assez fidèle à l'histoire, la biographie de Rimbaud, qui est par certains aspects un petit peu difficile hein, quand même. Hein. Il n'a pas eu une relation très facile avec Verlaine, et puis ensuite, on l'a quand même perdu de vue, Rimbaud. Il est parti à un moment, il a arrêté totalement d'écrire, il a disparu. Donc c'est intéressant pour le plan documentaire. Et puis, attention aux photos générées par l'IA, il y en a plein qui traînent en ce moment, depuis quelques mois, où on croit retrouver Rimbaud, mais c'est pas lui du tout. Hein. Il n'y a pas beaucoup de photos, à part peut-être celle-là. Hein. Celle-là, on est sûr qu'elle est conforme. Il y en a 2, 3 ensuite qu'on peut retrouver. Il y a une peinture de Quentin Latour, je crois, qu'on peut aussi voir. Mais en vrai, passé une certaine date, on n'a plus de photos de Rimbaud. On n'en a plus qu'une juste quand il a 36 ans, peut-être 1 an avant qu'il meure, où il est vraiment rachitique. On le voit à peine, il est de loin. Donc si tu tombes sur une photo de Rimbaud où il a l'air beau gosse en train de se promener dans la rue, ce n'est pas lui. Voilà. Donc avec tout ça, j'espère que je t'ai donné envie de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce texte et je te souhaite bon courage pour tes révisions.